Salut à tous, bienvenue dans Histoire numérique, l'émission qui vous apprend tout sur l'histoire de l'informatique. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser à l'histoire des mini-ordinateurs. Comme on l'a vu sur la chaîne jusque-là, les premiers ordinateurs étaient volumineux, coûtaient cher et pouvaient parfois peser jusqu'à plusieurs tonnes. On donne généralement à ces noms d'ordinateurs le nom de mainframe ou macro-ordinateur. Les mainframes étaient utilisés dans de grands centres de traitement de données et fonctionnaient la plupart du temps en une installation centrale à laquelle venaient se connecter des utilisateurs à l'aide de divers terminaux. L'entreposage de ces machines nécessitait des salles entières et leur utilisation des opérateurs spécialisés. Seules les grandes organisations pouvaient s'offrir le luxe d'en posséder. Mais au milieu des années 1960, le développement de l'électronique permet de fabriquer des composants à moindre coût tout en augmentant leur capacité, ce qui permet l'émergence d'une nouvelle catégorie d'ordinateurs plus compacts, peu coûteux et simples d'utilisation. Ce sont les mini-ordinateurs. Alors que les mainframes étaient destinés ou en tout cas étaient utilisés par des publics spécialisés, l'idée du mini, c'est de proposer un ordinateur accessible à tous, que ce soit en prix ou en simplicité d'utilisation. L'idée de fabriquer des ordinateurs plus compacts apparaît très tôt dès les années 1950 sans toutefois rencontrer de succès commercial. En 1962, Wes Clarke, un physicien du Lincoln Laboratory au MIT, commence le développement d'un nouvel ordinateur qu'il veut compact, peu cher et utilisable par une seule personne. Aidé par deux collègues, Clarke met au point un prototype utilisé pour collecter et traiter les données des expériences dans les laboratoires. Lors de son congrès de 1962, l'Académie nationale des sciences est tellement impressionnée par le LINC, c'est le nom de l'ordinateur, Laboratory Instrument Computer, qu'elle va financer la construction d'une douzaine d'autres exemplaires pour des laboratoires à travers les États-Unis. Dans certains milieux scientifiques et académiques, on considère le LINC comme le premier mini-ordinateur. D'autres iront plus loin en le qualifiant de premier PC, de premier ordinateur personnel de l'histoire. Mais ça, nous aurons l'occasion d'y revenir. En 1957, Ken Olsen et Harlan Anderson, deux ingénieurs du Lincoln Laboratory, donc du MIT, fondent la société DEC, Digital Equipment Corporation. En 1960, ils commercialisent leur premier ordinateur, le PDP-1, le premier ordinateur doté d'un écran d'affichage. J'en ai parlé dans cette vidéo. En 1964, le laboratoire nucléaire de Chalk River au Canada demande à la société DEC de lui fabriquer un dispositif permettant la surveillance des réacteurs nucléaires. Gordon Bell et Edson de Castro, deux ingénieurs de chez DEC, décident de fabriquer un nouvel ordinateur et de le programmer pour faire le travail demandé. Une version ultérieure de cet ordinateur deviendra le PDP-8, que l'on considère officiellement comme le premier mini-ordinateur de l'histoire. Le PDP-8 était peu coûteux, il était vendu à seulement 18 000 $ à une époque où les prix des mainframes évoluaient entre 100 000 et 1 million de dollars. Au-delà de son prix agressif, le PDP-8 présentait des avantages technologiques sur la concurrence. Vendu à plus de 50 000 exemplaires, il est le best-seller de la décennie. Le PDP-8 a permis à DEC d'entrer dans la cour des grands, venant bousculer un marché où IBM régnait en seul maître. Car souvenez-vous, on a vu ici et là comment IBM a dominé le marché des ordinateurs entre 1950 et 1970. Après le succès du PDP-8, DEC va asseoir sa domination sur le marché des mini-ordinateurs en 1970 avec le PDP-11, qui deviendra le standard mondial des mini-ordinateurs. Il est vendu à plus de 200 000 exemplaires. Le système d'exploitation Unix et le langage de programmation C ont tous les deux été développés sur le PDP-11. Mais de tout ça, on reparlera dans de prochaines vidéos. En 1981, les revenus de la société DEC s'élevaient à plus de 3,2 milliards de dollars, faisant de l'entreprise le deuxième plus gros constructeur d'ordinateurs derrière IBM. DEC et les mini-ordinateurs ont été à l'origine de plusieurs transformations dans l'histoire de l'informatique. Par exemple, DEC avait une politique d'ouverture et partageait les détails techniques de ses mini-ordinateurs aux entreprises partenaires. Celles-ci les achetaient, les intégraient à leur système propriétaire avant de les revendre aux clients finaux. Elles ouvrirent ainsi la voie à la mode des OEM.
Dans l'informatique, les OEM, Original Equipment Manufacturers, sont ces entreprises qui fabriquent et commercialisent des composants matériels ou logiciels pour d'autres entreprises. Par exemple, aujourd'hui, on a Microsoft qui fournit des systèmes d'exploitation à la plupart des autres constructeurs d'ordinateurs. L'essor des mini-ordinateurs fut aussi à l'origine de l'utilisation massive de l'informatique dans les départements des grandes organisations. Chaque département dans l'entreprise peut désormais acheter, installer et maintenir son propre parc informatique adapté à ses propres besoins. L'informatique est passée d'un fonctionnement où on avait une seule installation centrale à un usage basé sur les besoins métiers de chaque département. Alors en dehors de Digital Equipment Corporation, plusieurs autres constructeurs se sont intéressés au marché des mini-ordinateurs. À une époque, on se retrouvera même avec plus d'une centaine de fabricants. Même si avec la concurrence, tous n'ont pas survécu, certains ont pu en revanche tirer leur épingle du jeu. On peut citer par exemple Data General, Prime Computers, Wang Laboratories ou d'autres grandes compagnies comme HP ou IBM. Toutefois, dans les années 1990, n'ayant pas de stratégie face au marché naissant des PC, la plupart de ces entreprises feront faillite ou se feront racheter. Par exemple, Wang déclare faillite en 1992, DEC est racheté par Compaq en 1998, qui elle-même est rachetée par HP en 2002. Mais de tout ça, nous aurons l'occasion de reparler dans de futures vidéos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker, de la partager autour de vous et de laisser un petit commentaire. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour m'encourager à réaliser de nouvelles vidéos. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle histoire numérique. Allez, salut!